ne peut créer que des vérités relatives. Et le cerveau analytique n'est fait que pour appréhender des vérités relatives qui vont, quand une vérité relative, c'est-à-dire une vérité dont on se fiche de savoir si elle est vraie ou fausse, mais son avantage est qu'elle va aboutir à un consensus sur le réel de manière à ce que les gens s'entendent, que ce soit en matière de science ou dans la vie quotidienne. Qu'elle nous permet finalement de vivre en bonne intelligence normalement. Voilà, et je continue de répondre à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure concernant le scientisme. Le scientisme, justement, opère cette confusion qui consiste à croire qu'on peut aboutir à la vraie vérité par l'intermédiaire du mental. Ça, c'est fondamentalement impossible. On ne peut aboutir qu'à des vérités consensuelles. Oui, puisque vous soulignez dans votre livre que finalement le scientisme nous piège dans le mental. Le scientisme nous piège dans le mental et nous fait croire qu'on peut aboutir à une appréhension du vrai, du réel par le mental, alors que le mental est juste un piège qui est là pour... de ce point de vue-là, du point de vue de la recherche de vérité, c'est un piège. Mais le mental, il est là pour nous permettre d'aboutir à un consensus afin que nous puissions nous entendre en société. Et comment l'intelligence émotionnelle finalement se manifeste-t-elle à nous? Est-ce qu'elle est facilement accessible ou est-ce qu'on doit cultiver une forme de lâcher-prise pour y être plus sensible? Alors l'intelligence émotionnelle, d'abord il faut comprendre qu'elle a été largement dégradée, appauvrie, dévalorisée, etc. D'accord? Donc par exemple, concernant les intuitions, on dit souvent que les intuitions peuvent être fausses. En fait, ce n'est pas vrai. L'intuition, au départ, c'est un ressenti. Par définition, ce ressenti, il est vrai. C'est le décodage de cette intuition, puisqu'elle est à destination du mental, c'est lors du décodage que l'intuition devient fausse. C'est-à-dire c'est ce qu'on en fait à destination du mental qui amène à des erreurs. Mais bon, on fait une erreur justement du mental en considérant que les intuitions ne sont pas fiables. En réalité, si on apprend à développer ces intuitions, toutes les intuitions sont fiables dans le premier instant. Hein? Alors, il ne faut pas non plus confondre deux types d'intuitions. Le type d'intuition qui est transcendante, qui ne vient pas du cerveau, qui est liée à la conscience vibratoire, et le type d'intuition qui est lié à l'expérience, parce que dans notre appréhension de notre expérience, il y a aussi une démarche vibratoire. C'est-à-dire que là où l'analytique peine à appréhender un réel trop complexe, c'est l'appréhension vibratoire du réel qui va nous apporter la solution. Mais ça va partir de notre expérience. Est-ce que ça, vous dites que l'intelligence émotionnelle, finalement, elle a deux pôles. Le pôle qui est effectivement basé sur l'expérience, et puis un autre pôle qui est basé sur la reliance, la guidance. Exactement. Et donc le pôle qui est basé sur la reliance, la guidance, par définition, l'information, quand elle arrive, elle est vraie, elle ne devient fausse que lors du décodage. Par contre, le pôle qui provient de l'expérience, on peut très bien avoir une mauvaise expérience et donc se tromper lors d'une intuition, avec une intuition qui provient de notre expérience. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la joie profonde et authentique qui est procurée par le fait de ressentir une intuition constitue une forme de signature qui permet justement de nous indiquer que ce n'est pas notre mental qui est en train de nous leurrer finalement. Exactement, parce que le mental, il n'est pas capable de produire la joie, il n'est pas capable de produire... et c'est une guidance à ce moment-là. Hein, justement, là c'est la différence entre la guidance et l'expérience. Donc seule la guidance nous permet de ressentir la joie qui va faire que on va changer sa vie, découvrir sa vocation, se destiner à quelque chose qui nous met justement en joie, etc. Ça, c'est quelque chose qui est complètement transcendant. C'est d'ailleurs Spinoza qui le disait.
Oui, parce que vous dites aussi dans votre livre, vous parlez aussi de la philosophie, bon, alors, beaucoup de la physique, mais vous dites qu'il est très important aussi d'établir aussi un lien entre plusieurs disciplines. Alors, vous parlez aussi de la psychologie et de la philosophie. Et on comprend que finalement, pour vous, c'est la philosophie qui doit être aussi une sorte de garde-fou. Oui, bah ça, je le dis à la fin du livre, d'ailleurs, je le rappelle à la fin du livre, c'est la philosophie qui devrait être la locomotive de la science, et pas les mathématiques. Les mathématiques, c'est de la technique, c'est utile, mais ça doit être considéré comme de la technique. Alors que la philosophie est capable de nous proposer de nouvelles conceptions du réel, et puis on peut les laisser se concurrencer les uns les autres. Et la philosophie est capable de proposer à la physique d'autres voies que celle dans laquelle elle est aujourd'hui piégée. Donc on devrait réanoblir la philosophie pour en faire la locomotive de toutes les sciences. Et alors, pour revenir aussi un instant sur ce que vous expliquez sur l'intelligence analytique qui est liée au mental et l'intelligence émotionnelle, plutôt liée au cœur, vous parlez de l'importance de cultiver ce que vous appelez une forme de voie du milieu, c'est-à-dire finalement de tendre vers un équilibre entre cette intelligence émotionnelle et cette intelligence analytique, entre le cœur et le mental, qui doivent se compléter et s'ajuster, se concilier de manière harmonieuse pour permettre à l'individu de réaliser son plein potentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus Voilà. dans l'extrême. Non, mais j'ai tendance à survaloriser l'intelligence émotionnelle parce qu'on est dans l'excès inverse. D'accord, mais il est évident que maintenant, si on se met à... Si on est sage et qu'on... c'est la voie du milieu qui compte, parce que si on utilise trop son intuition, son intelligence émotionnelle, etc., sans se raccrocher suffisamment au mental, on va finir par se dissocier de la société, on va finir par s'isoler, on va finir dans un monastère, on va finir je ne sais pas où, mais où on sera considéré comme un illuminé, etc. Hein, d'accord ? Parce qu'en fait, le problème est que l'émotionnel n'est pas partageable. L'émotionnel est un mode d'appréhension du réel qui ne peut pas permettre d'aboutir à un consensus. On ne sait pas ce que ressentent les autres. On arrive, grâce à des mots, à communiquer ce qu'on ressent, mais en général, le ressenti n'est pas scientifique. La science a raison de rejeter le ressenti et même l'expérience comme méthode d'appréhension du réel scientifique, hein, de la méthode scientifique. La science, elle est très très bien dans ses méthodes. Simplement, la science n'est pas le seul moyen d'appréhension du réel. C'est juste ça qu'il ne faut pas oublier. Et là, donc, effectivement, l'intelligence émotionnelle a son rôle à jouer, mais il faut conserver l'équilibre entre les deux. Et l'équilibre, il est dans la justesse. C'est-à-dire qu'il y a, d'un côté, la justesse est au centre de l'équilibre, et il y a du côté mental la logique et l'analyse, et du côté émotionnel, la subtilité et l'intuition. C'est à partir de la subtilité qu'on commence à rentrer dans le ressenti. Parce que la subtilité échappe à beaucoup. Et c'est par l'intermédiaire du ressenti qu'on parvient à être subtil. D'accord ? Les personnes qui ne fonctionnent pas dans le ressenti n'arrivent jamais à dépasser. C'est pour ça que le public aime bien d'ailleurs les personnes qui font preuve de subtilité avec quelques réflexions. On en a beaucoup en France, enfin, j'ai pas des noms à citer, mais bon, c'est ce qu'on appelle l'esprit de finesse aussi, d'accord ? L'esprit de géométrie, l'esprit de finesse, il y a les deux. L'esprit de finesse, il vient de l'intuition et de la subtilité. La subtilité, elle existe quand même en science, mais c'est vraiment pour les esprits accomplis qui sont capables de rentrer dans une analyse extrêmement complexe pour saisir toutes les subtilités de quelque chose qui, si on le regarde, on essaie de l'expliquer de manière trop simple, va nous induire en erreur. D'accord ? En général, le grand public est induit en erreur, et on devrait apprendre à l'école à développer notre centre émotionnel, ça nous rendrait plus subtil.
Moi, j'ai quelques soucis de communication avec des personnes qui veulent voir les choses de manière trop simpliste en utilisant des narratifs qui vont coller au réel, ok, mais qui ne vont pas rentrer dans la subtilité du réel. Alors que si on rentre dans la subtilité du réel, c'est-à-dire de la manière dont les choses devraient être plus finement interprétées, on comprend que les narratifs sont pauvres et peuvent nous induire en erreur. Éviter le prêt-à-penser aussi, essayer de penser par soi-même. Le prêt-à-penser, c'est du narratif qu'on nous vend et qui nous empêche d'accéder à une version plus subtile de la réalité. Tout est toujours plus complexe que la manière... le complotisme, par exemple, le vrai complotisme, c'est un manque de subtilité dans l'appréhension du réel. Bon, il y a une exploitation abusive de cela à travers le complosophisme, qui consiste à voir du complotisme partout. D'accord ? Mais là, c'est un anti-complotisme qui est pas mieux, même encore pire que le complotisme. Le complosophisme. C'est une façon de rejeter encore la subtilité du réel, que ce soit les uns ou les autres. On rejette dès que c'est trop complexe. C'est parce qu'on n'a pas appris à développer notre centre émotionnel à l'école. Pour vous, il y a une vraie lacune au niveau de l'éducation, justement, sur cette intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui permet de comprendre mieux l'autre. C'est ce qui permet d'être sage devant un comportement qui nous apparaît comme aberrant. Évidemment, on n'est pas dans la tête de la personne qui a ce comportement aberrant. Mais c'est arriver à prendre en compte qu'il nous manque toujours des informations pour mieux comprendre les autres. Donc faire preuve d'empathie aussi. Et du coup, ça nous aide à faire preuve d'empathie. Et le fait de faire preuve d'empathie nous aide à être subtil concernant le regard sur les autres. Après, on est aussi dans une société qui est peut-être aussi beaucoup centrée, alors peut-être liée à ce paradigme matérialiste dont vous parliez, sur l'individu, sur l'individualisme, et puis la compétition, la loi du plus fort. Sur le mental, sur le verbe qui justement nous conduit à faire confiance au narratif, ce qui peut être facilement expliqué a tendance à s'imposer. Et qui permet de jouer aussi sur les peurs dont vous parliez, et puis du coup de manipuler le mental de chaque individu. Totalement. C'est ce que vous dites aussi, c'est qu'il ne faut pas, dans votre livre, il ne faut pas être esclave de nos émotions, puisqu'elles ont la capacité d'influencer notre futur, et donc de nous rendre libres dans un certain sens. Et alors, vous dites aussi que paradoxalement, certaines émotions dites négatives peuvent aussi avoir des vertus, mais en fonction des circonstances dans lesquelles elles se manifestent. Oui, en plus, parce que ça, je pense que je l'explique assez bien. Il ne faut pas être réductionniste au niveau du potentiel des émotions à créer le futur, parce que la joie ne crée rien du tout. La joie, sans son contenu, sans la pensée qui irait avec, ne permet pas d'adresser une réalité bien précise. Dans le multivers de possibilités à vivre, allez, admettons qu'il y a un quart de vécus potentiels qui vont nous mettre en joie, ça fait encore une myriade. Le fait de mettre en joie ne va pas dire dans quel futur on va, tout ça va se diluer. Alors que si on éprouve la joie d'être quelqu'un qui va faire quelque chose de très particulier, que peut-être même on sera le seul au monde à faire, alors là, on est en train de cibler un futur qui a toutes les chances de se réaliser. Lorsqu'un futur ne se réalise pas, malgré l'investissement émotionnel qu'on a eu, c'est à cause de cela. Maintenant, il y a autre chose. La joie n'est pas n'est pas la seule émotion créative. En général, les émotions créatives, elles font intervenir un mélange d'émotions négatives et d'émotions positives. Le courage, par exemple, qui est extrêmement créatif, qui est porteur, c'est quelque chose qui fait intervenir d'abord les trois centres du ressenti, etc., mais le ressenti du risque, la peur, il y a même de la peur dans le courage, et donc vous voyez que c'est pas aussi simple.
Il y a beaucoup d'émotions créatives, créatives à elles seules, même sans la pensée qui va permettre de préciser le futur qui est adressé. Rien que la complexité émotionnelle va déjà permettre une certaine créativité à condition qu'elle mélange à la fois des émotions positives et des émotions négatives. Et ça, c'est proprement humain. On peut ressentir, par exemple, vis-à-vis de certaines personnes, on peut avoir une compréhension où on va ressentir toute la noblesse d'une tristesse, des choses comme ça. Et donc ça, c'est proprement humain, et c'est ça qu'il est important de développer. J'en parle lorsque je dis que la voie du milieu est la meilleure façon d'exercer notre libre arbitre. C'est-à-dire que si on a une connexion au soi trop parfaite, ça n'est pas bon. Si on a un comportement trop orienté vers l'ego, évidemment, ce n'est pas bon. Mais si on a un mélange des deux, où on est capable d'appréhender la nécessité de traverser ou d'accepter ou de faire des compromis dans des situations humaines, là, on est dans le meilleur chemin de l'accomplissement.